Comme je l'ai dit tout à l'heure, si les mathématiques sont la mère de l'IA, on pourrait dire que les écrivains en sont le père. Et je m'adresse tout de suite à vous, Vincent Dègre, puisque vous êtes écrivain, pour vous demander, pour vous poser la question en fait que se pose ce forum. Est-ce que l'IA est un danger pour vous ou une opportunité ? Ça commence dur. Hein. Ça commence dur. Moi, j'ai tendance à penser que c'est une opportunité. J'ai tendance à penser que c'est un outil et qu'il faut se l'approprier au mieux. Mais que c'est toujours l'humain qui, de toute façon, reste aux commandes, puisque dans intelligence artificielle, il y a intelligence, et comme la première intervenante l'avait dit ce matin, l'intelligence dans un ordinateur, pour l'instant, ça marche pas. L'intelligence, et ça, c'est les scientifiques qui le disent, se nourrit de l'émotion. Et donc, sans émotion, pas d'intelligence. À partir de là, oui, c'est un outil qui est difficile d'accès, c'est-à-dire il faut apprendre son maniement, mais je pense que oui, ça peut amener des opportunités et de nouvelles voies de création. Et est-ce que c'est un outil dont vous vous servez, vous, non, je m'en sers pas encore, même si depuis le début de ma carrière, j'utilise énormément les ordinateurs et les outils qui sont développés avec eux, avec la micro-informatique. Vous citiez par exemple Le Roi est mort, ma première pièce. Cette pièce, elle a été construite d'une manière un peu particulière, puisque c'est une partie d'échecs grandeur nature sur un plateau de théâtre, et j'ai défini chaque personnage en 4 lignes. Voilà, et ça c'est l'émotion, c'est le caractère. Et j'ai fait jouer mon ordinateur contre lui-même pour noter les coups et pour voir quelles étaient les rencontres qui se produisaient. Donc c'est une manière un peu oulipo de procéder, mais je me suis toujours intéressé aux possibilités de l'ordinateur, du numérique, et surtout comment s'affranchir des limites que l'ordinateur impose. C'est-à-dire trouver des utilisations qui, à la base, n'étaient pas prévues dans le mode d'emploi. Donc on ne peut pas dire que vous soyez opposé à la technologie et que vous écriviez uniquement avec une plume. Non, là vous venez de parler de Thomas Pesquet. J'ai écrit notamment pour Affaires sensibles une fiction qui se déroulait à bord de la Station spatiale internationale. Et donc j'ai toujours eu une curiosité très affirmée pour les sciences et les nouvelles technologies. Oui. Ensuite, on va passer à vous, Peggy, si vous voulez prendre un micro. Donc, Peggy Roland, vous êtes traductrice littéraire, et pour vous, c'est une toute autre histoire, hein, en fait, l'arrivée des IA, et notamment des IA de traduction. Je voulais faire une petite référence littéraire à cette occasion. C'est un membre de la SGDL qui a imaginé le traducteur universel. C'est René Barjavel, dans La Nuit des temps. Mais quand il l'a imaginé, son œuvre, donc La Nuit des temps, à ce moment-là, était traduite en 8 langues. Je ne pense pas qu'il ait imaginé qu'elle aurait pu être traduite par autre chose qu'un être humain. Donc, qu'avez-vous à dire là-dessus, sur votre expérience de l'arrivée des intelligences artificielles? Est-ce que ça change pour vous, traductrice littéraire? On est face à l'arrivée depuis, je dirais, quelques années sur le marché et accessible au grand public d'acteurs comme DeepL, comme Google Traduction, qui donnent l'illusion auprès d'un grand public que les machines sont capables de traduire, puisqu'il suffit de rentrer un texte pour avoir en quelques secondes un autre texte qui correspond à celui qu'on a rentré.
Ça, c'est ce que j'appelle une illusion, dans le sens où, en fait, c'est un outil statistique, c'est-à-dire que le traitement de la machine d'un texte va être un traitement statistique et va sortir une probabilité en fonction d'une combinaison aléatoire de mots, d'une probabilité plus grande d'obtenir le texte final. Est-ce que ça s'appelle de la traduction? Je ne pense pas. Et nous, traducteurs, nous défendons justement le fait que nous sommes un lecteur d'un texte avec une subjectivité, un texte qui a été écrit par une personne, une subjectivité, et c'est ça que nous mettons en face. Donc non, je défends l'idée que la traduction est quelque chose de profondément humain. Ce que vous amenez avec ça, c'est le sujet de la temporalité, parce que les IA, c'est gagner du temps. Est-ce que, puisque le bain culturel dans lequel on baigne aujourd'hui, c'est de traduire automatiquement les textes, finalement, dans des cas de plus en plus courants, est-ce que ça ne vous pressurise pas, vous, traducteur littéraire, justement, à traduire plus vite? Est-ce qu'on ne vous demande pas d'avoir un rythme différent? Alors là, je ne pense pas que ça soit lié au développement de ces technologies, mais globalement, nous sommes dans une accélération qu'on a évoquée ce matin du temps de production littéraire. Et ça se traduit très concrètement pour les traducteurs par une accélération de notre temps de traduction. On a de moins en moins de temps pour traduire. D'où éventuellement la tentation pour certains d'entre nous d'accélérer le travail. Mais cela dit, la TLF a fait un travail... Tout en étant payé la même chose pour le même temps travaillé, j'imagine. Oui, alors ça, c'est... Voilà, ça c'est globalement le problème de la précarisation de notre métier. On augmente nos cadences pour essayer de maintenir un niveau de vie à peu près semblable à celui qu'on a eu il y a quelques années. Mais en tout cas, effectivement, il y a cette accélération. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. On parlait du temps. Oui, que ça prenait pour traduire une œuvre. Et cette question du temps, justement, elle nous contraint, et elle contraint éventuellement, certainement, certains traducteurs aussi à être tentés par l'outil comme type DeepL. Simplement, la TLF a fait un travail depuis, ça fait 2 ans qu'on réfléchit à ces sujets. On a fait une étude sur ce qu'on appelle la post-édition. Donc la post-édition serait l'idée qu'on passe en intégralité un texte dans un traducteur automatique et qu'on confie à des traducteurs qui ont la capacité de vérifier en fait le texte source et la version sortie par la machine, de confier ce travail de post-édition, qui est une mauvaise traduction du terme anglais post-editing. Et donc on a essayé d'étudier ce phénomène. Il apparaît que c'est encore très marginal. L'étude date d'1 an, mais je pense que ça serait sensiblement la même chose. C'était une étude sur la France ou plus sur globale? La France. On a eu 400 traducteurs d'édition qui ont répondu. C'est un phénomène qui est marginal. On a à peu près 9% des sondés qui ont affirmé avoir fait de la post-édition. Ce qui est apparu, en tout cas, c'est qu'il y avait un manque de transparence sur l'origine des textes, sur le fait qu'ils aient été passés par une IA ou pas. Et ce qui est aussi ressorti très clairement, c'est la perte d'intérêt. La perte d'intérêt de la part des traducteurs qui font ce métier, puisqu'ils se retrouvent avec différentes sources, une source primaire, une source seconde qu'ils doivent vérifier. Donc il y a une véritable perte d'appétence vis-à-vis du texte. Ça change la nature du métier. Ça change la nature du métier. Et en plus, il y a une question de rémunération qui se pose derrière, puisque généralement, ils étaient moins rémunérés, puisque leurs interlocuteurs partent du principe que, puisque ça va plus vite, on va gagner du temps, et donc on paye moins. Alors on reviendra ensuite sur les tribunes que vous aviez pu co-rédiger, on en reparlera tout à l'heure. Mais d'abord, Patrick Sigwald, ah pardon, tu es en train d'écrire une chanson. Oui. Peut-être. Tu utilises des moyens modernes de production depuis très longtemps, depuis toujours. Ça m'intéresserait de savoir ce que tu as utilisé, que tu nous expliques un peu ton expérience avec ces moyens et leur efficacité ou non. Et aussi avec l'IA. L'IA, est-ce que c'est un bon moyen d'écrire de la musique aujourd'hui? Alors, moi, je travaille pour le cinéma et la télévision, et je suis donc compositeur. Donc, quand les gens viennent me voir, déjà, ils viennent voir une personne, avec une personnalité, et c'est ça qu'ils viennent d'abord chercher.
Et en fait, au moment où je crée la musique pour un film, je me mets donc au service d'une œuvre qui est une œuvre collective pour le coup. Je n'ai pas besoin d'outils. C'est-à-dire que j'écris la musique, j'ai besoin d'un crayon et d'une gomme. Donc la création de la musique elle-même ne nécessite pas pour moi d'avoir des outils. En revanche, à partir du moment où tout de suite je me mets au piano, déjà mon piano émet des sons qui ne sont pas des sons humains, qui sont des sons d'un piano. Et donc c'est déjà quelque chose qui ne m'appartient pas à ma capacité de créateur, mais à ma capacité de réalisateur de ma propre musique. Donc en fait, je considère vraiment l'aspect créatif d'un côté et l'aspect de mise en œuvre de mes œuvres d'autre part. Et j'utilise effectivement depuis toujours, donc j'ai connu depuis les années 70 l'arrivée de l'ordinateur. Je me souviens d'un ami qui m'a fait venir chez lui à 4h du matin pour me montrer ce qui venait d'arriver des États-Unis. C'était une souris avec les menus déroulants, et on a tout de suite compris qu'on allait pouvoir faire de la musique avec ça. Donc c'était voilà. Donc depuis le début, j'ai travaillé avec de l'informatique musicale et j'ai connu l'arrivée des synthétiseurs modernes, de l'informatique. Aujourd'hui, je vois arriver l'IA de la même façon, c'est-à-dire que j'essaie de l'apprivoiser en utilisant des algorithmes. J'ai tenté de composer avec l'IA pour voir. Avec quel outil as-tu utilisé pour tenter de composer? Tu t'en souviens? Ce sont des outils qui m'ont été prêtés par des chercheurs, notamment des chercheurs de l'IRCAM et des gens de l'université de San Diego, qui ne sont pas des outils du commerce, qui sont des outils qui permettent de faire des bases d'entraînement suffisamment petites pour pouvoir les maîtriser et donc pouvoir travailler avec, par exemple, mes propres œuvres dedans, ce qui permet d'improviser avec moi-même, on va dire. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas satisfait de ça. J'utilise plutôt l'IA aujourd'hui vraiment pour produire ma musique, c'est-à-dire pour faire du morphing sonore, pour changer le son d'un instrument en temps réel avec un autre. Voilà, c'est plutôt ça qui... Mais en termes de création, ça ne te satisfait, le résultat ne te satisfait pas? En termes de création, non. D'ailleurs, j'ai fait un petit test hier soir, sachant que j'allais venir ici. C'est assez rigolo, c'est que j'ai demandé à une IA, vraiment du commerce pour le coup, de me composer 10 morceaux, 10 chansons même, sur des prompts que j'avais soigneusement rédigés. Et en fait, ils m'ont sorti 10 chansons, et j'ai fait tester ces 10 chansons par le reconnaisseur de Google. Et en fait, le reconnaisseur de Google mettait des reconnaissances à 2 ou 3% de reconnaissance. Et après, j'ai moi-même improvisé sur mon piano, et là, j'avais des reconnaissances à 15-20%. Ce qui était assez intéressant, parce que du coup, ça veut dire que mon inspiration, moi, doit se puiser dans quelque chose de plus commun, finalement, que cette intelligence artificielle. C'est intéressant. D'ailleurs, j'ai fait la même expérience que toi. C'était pas hier, c'était avant-hier. J'ai demandé à ChatGPT de rédiger mes questions pour ces entretiens. Je vous laisse deviner si les questions que je pose ont été rédigées par ChatGPT ou non. Bon, on va garder le mystère jusqu'à la fin. Ça nous amène à vous, Justine Aymard. D'ailleurs, Patrick a parlé de certaines choses qui ont dû résonner dans votre expérience, parce que vous utilisez des outils d'intelligence artificielle pour créer. Et j'aimerais que vous nous racontiez un peu votre expérience et votre ressenti créatif à ce sujet. Tout d'abord, pour faire écho à ce qui était dit tout à l'heure, moi, on ne me pose jamais la question du temps, mais cette question du temps et de l'utilisation d'outils comme ça qu'on va venir personnaliser de façon à vraiment créer des protocoles de création, ça multiplie le temps. C'est-à-dire que pour créer une œuvre telle que je l'ai créée aujourd'hui, moi, les processus d'intelligence artificielle me demandent beaucoup plus de temps, beaucoup plus de recherche, mais c'est ça aussi qui est fascinant.
Je travaille sur des systèmes qui sont plutôt des systèmes personnalisés où je vais entraîner mes propres modèles, mes propres réseaux de neurones sur des bases de données que je crée moi-même, que je constitue, ou alors en collaboration avec des bases de données scientifiques, comme par exemple la conservation de la grotte Chauvet, avec qui j'ai créé une œuvre. Alors je ne sais pas si on a d'image de la grotte Chauvet ici, non, de votre travail, parce que nous avons une... Et ce qui m'intéresse, c'est... au-delà du terme intelligence artificielle, qui est vraiment un terme qui va personnifier la machine, c'est plutôt cette idée d'une machine apprenante, une machine qui va apprendre, et cette idée de repousser les frontières de l'image, mais aussi de sortir la machine de l'ordinateur, puisque dans mon travail, il y a toujours une réflexion autour de l'idée de l'incarnation aussi, comment est-ce qu'on incarne un logiciel dans une installation matériel, ou comment est-ce qu'on incarne un logiciel aussi dans un robot. Donc cette idée du ghost in the shell qui m'intéresse énormément, parce que je pense que c'est aussi la dimension de l'altérité qui se joue là-dedans, et qui moi m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on se retrouve face à un système qui va prévoir des choses qu'on n'a pas pu prévoir, de par notre condition d'être humain et le fait qu'on ne peut pas traiter autant de données que la machine. Mais je trouve que c'est important de travailler justement à partir de processus où on maîtrise la base de données, on entraîne les modèles et on maîtrise le résultat final. Et dans mon travail, j'ai toujours à cœur aussi de montrer la machine en train d'apprendre, de ne pas juste délivrer un résultat, mais il y a toujours en fait cette dimension de l'apprentissage qui est visible dans la temporalité de l'œuvre. Alors vous parlez beaucoup de maîtrise et de maîtrise des données. Est-ce que c'est essentiel pour vous et est-ce que ça signifie que vous n'utilisez pas d'IA générative ou d'IA je ne sais pas comment ça se traduit, General Purpose AI, ils disent en anglais, à but général? Alors par exemple pour l'œuvre Hyper Fantasia, qui est cette œuvre créée en collaboration avec la grotte Chauvet, l'idée c'était de travailler à partir de leur base de données scientifiques. Donc j'ai toujours un rapport scientifique aussi dans mon travail, c'est-à-dire que je n'utilise pas d'outils en ligne parce que pour l'instant ça ne m'intéresse pas tellement. Et j'ai travaillé à partir de différents corpus d'images que j'ai constitués. Et puis ensuite que j'ai entraîné cette série de réseaux de neurones pour en fait générer des nouvelles propositions. Et lorsqu'on se retrouve face à cet espace latent avec autant d'images générées, c'est toujours l'œil humain qui est derrière et qui va venir chercher ce qui fait sens dans l'histoire de l'art qui est une construction humaine. Et là encore, j'ai travaillé avec Jean-Michel Jeunesse, ancien conservateur de Lascaux et Chauvet, qui m'a aidé à me repérer dans cet espace latent. Et là, c'est le cerveau qui va aller chercher de la figuration, là où la machine propose qu'un brouillis de pixels. Donc pour moi, ces dispositifs sont vraiment essentiels, à savoir maîtriser le travail, pouvoir aussi travailler ensemble, en fait. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être seule face à mon ordinateur, d'entrer un prompt. Il n'y a aucun échange, aucune interaction, mais créer cette opportunité de pouvoir travailler un groupe à plusieurs. Dès qu'on travaille avec de la robotique ou de la programmation, on est souvent un groupe d'individus ensemble. Et le challenge, c'était aussi de travailler autour de cette matérialité de l'image. Et par exemple, pour cette œuvre Hyper Fantasia, elle vient connecter 38 000 ans d'histoire de technologie de l'image, du premier morceau de charbon sur la surface de la paroi de la grotte jusqu'au pixel aujourd'hui. Donc c'est dans une démarche comme ça qui est beaucoup plus large en fait que mon travail s'inclut. Donc vous voyez le robot aujourd'hui comme le morceau de charbon qui était utilisé dans les grottes autrefois? Les artistes ont toujours utilisé les technologies de leur temps. L'art qui utilise des nouvelles technologies, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui, qui a toujours existé en fait. Les artistes ont toujours posé un regard à la fois sur leur temps en délivrant leur vision du monde, mais aussi avec des outils spécifiques. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me réapproprier des choses qui ne sont pas forcément à la base des outils pour créer de l'art, mais qui nous permettent de voir les choses plus loin et de travailler autour de ça. Merci beaucoup. On parlera peut-être un petit peu d'enjeux juridiques ou politiques si vous le voulez ensuite. Mais auparavant, je voulais donc vous demander à vous, Vincent Ravalec, quelle était votre expérience, vous pouvez prendre de ces deux micros-là, qui est assez extensive, votre expérience avec les outils d'intelligence artificielle, générative ou non, vous allez nous le dire. Donc l'IA, opportunité ou menace? Alors,
Écoutez, moi, c'est vraiment très simple. Pour moi, je l'ai vraiment vu comme une opportunité. Précisons une chose, en fait. Moi, j'ai des activités qui sont beaucoup littéraires et j'ai essayé les IA qui pouvaient faire des textes. Très franchement, ça ne m'a pas convaincu, probablement parce que j'ai une imagination assez débordante et l'IA ne m'a pas semblé plus performante que moi. Par contre, je suis un dessinateur frustré depuis longtemps, je fais aussi du cinéma. Et par contre, donc, toutes les IA graphiques, je travaille avec mes enfants, en fait, et mon fils et ma fille font des effets spéciaux. Et le jour où c'était arrivé, dès le lendemain, on était à fond, quoi. Donc, comme j'ai des activités aussi éditoriales, là, ce que vous voyez là, c'est un livre qu'on a fait chez Fayard. C'est une collection de romans graphiques que je co-dirige chez Fayard. Et c'est un livre qui a été fait entièrement avec l'intelligence artificielle en termes d'illustration. Donc, vous le voyez. Donc, vous voyez que je ne recule devant rien. Et moi, je me sers de l'IA depuis que c'est arrivé, quasiment tous les jours, en animation, en audiovisuel classique, pour faire des images de cinéma. Moi, je fais des films de manière indépendante. C'est très difficile de financer un film. L'animation, par exemple, coûte très cher. Et là, d'un seul coup, j'ai accès à un outil qui me permet d'en faire de manière totalement indépendante et autonome, avec une liberté de création absolument totale. Donc, pour l'instant, je n'y vois que des avantages à mon micro-niveau. Et je pense, pour rebondir sur ce qu'ont dit mes camarades, je pense que les artistes se saisissent du monde à travers les outils qui sont à leur disposition. Et je pense qu'aujourd'hui, l'IA en fait partie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la première fois où j'ai fait un prompt, j'ai eu un espèce de vertige assez bizarre, en fait, parce que la création, pour moi, est quelque chose qui nous fonde. Enfin, c'est quelque chose qui est, pour moi, constitutif de notre espèce. Et vraiment, ça fait partie des paradigmes, pour moi, qu'on ne peut pas... Enfin, je veux dire, qui sont inaliénables, en fait. Et là, en quelques secondes, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec Midjourney ou ce genre d'IA, vous voyez, en fait, l'image qui apparaît, vous voyez, en fait, l'IA en train de réfléchir. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait. Et l'IA en train de créer. Et j'ai vraiment eu une espèce de, je sais pas, de sensation assez bizarre, qu'il y avait vraiment quelque chose de fondamental en moi qui était atteint. Et puis, en fait, je me suis vite repris. Et maintenant, en fait, je m'en sers comme d'un dialogue, mais c'est assez rigolo parce que quand vous travaillez, par exemple, avec Midjourney ou avec d'autres IA comme ça, il y a un dialogue qui s'établit. Il y a des moments, le dialogue n'est pas là, elle n'est pas en forme, vous n'êtes pas en forme, la communication ne se passe pas bien. Et puis, il y a des moments où c'est fluide. Et vraiment, pour moi, c'est de la création, quoi. Et je ne pense pas que ça va du tout remplacer le dessin. Pour moi, c'est vraiment comme l'arrivée de la photo après la peinture, quoi. Ça va être un outil de création comme les autres. Mais après, je pense que ça pose d'autres questions de manière civilisationnelle un peu plus profonde que les nôtres. Quand on a préparé ce forum, puisqu'on a un peu préparé, sans ChatGPT, vous avez comparé l'expérience qu'on vit aujourd'hui avec les IA avec l'arrivée de Final Cut dans le monde du montage. Oh, je pense qu'on peut la comparer avec beaucoup de choses. Il y a un livre très intéressant, je ne le dis pas parce qu'il est sorti chez Fayard, qui s'appelle La Déferlante, qui parle de l'irruption de l'IA aujourd'hui, et le gars qui l'a écrit, qui est le fondateur de DeepMind, je crois, qui est très affûté sur la question, il compare l'arrivée de l'IA avec l'arrivée du feu pour la civilisation, qu'il va y avoir vraiment un bouleversement avec l'IA, avec les nouvelles techniques génétiques, avec l'ordinateur quantique, et que là, on va vraiment basculer sur un autre mode civilisationnel. Je pense que c'est un peu vrai, mais il dit notamment qu'à chaque fois, chaque arrivée technologique, il y a eu un bouleversement. L'arrivée du tracteur pour le monde rural dans les années 50 a été un bouleversement énorme. Moi, j'ai vécu Final Cut parce que je faisais du cinéma, on montait tous en 35. Du jour au lendemain, on s'est mis à monter en numérique. Tous les monteurs à l'époque ont poussé les hauts cris. Ah mais oui, mais on ne pourra pas réfléchir au montage, c'est trop rapide, machin. Bon, au bout de 2 ans, tout le monde montait en numérique. Aujourd'hui, la question ne se pose même pas. Donc je pense qu'on vit dans un monde qui s'est organisé comme ça. On vit dans un monde civilisationnel qui s'est organisé autour des outils. Qu'on le veuille ou non, enfin, je veux dire, c'est un choix, c'est pas mon choix, c'est pas votre choix, c'est un espèce de choix global qui s'est fait, on ne sait pas trop pourquoi. On est obligé un peu de vivre avec, il me semble, et de s'en saisir, quoi. En tout cas, pour moi, le rôle d'un artiste, c'est de se saisir du monde et pas de le subir. Merci beaucoup. Peggy Roland, on va revenir vers vous au sujet des solutions possibles que vous envisagez en tant que représentante des traducteurs littéraires, parce que vous êtes assez active sur ces sujets-là. Alors on est actifs collectivement déjà depuis, comme je disais, à peu près depuis 2 ans en réfléchissant, parce que, comme je le soulignais,
Nous, il y a véritablement un enjeu de survie pour notre métier si on ne réussit pas. Alors, on pourrait dire une évolution du métier vers la post-édition, mais comme je l'expliquais, il y a quand même une perte d'intérêt de notre métier à partir du moment où on nous demande de relire une traduction qui serait passée par la machine. Et avant de passer aux solutions politiques, est-ce que vous avez l'impression que les éditeurs sont de votre côté dans ce et les auteurs aussi d'ailleurs, et les écrivains sont de votre côté dans ce combat? Je pense que c'est en train de changer. Peut-être qu'on voit aussi l'arrivée de ces livres produits sur Amazon, produits par des IA, montre bien en fait qu'il y a une nécessité de positionnement du livre écrit, non seulement du livre traduit, mais du livre de la production écrite comme une production humaine. Et ça, je pense que ça a été le sens. Donc, c'est passé par plusieurs étapes. Mais la TLF, avec Atlas, a produit une tribune en réexpliquant et en insistant sur les terminologies. Il est important de se réapproprier ou de s'approprier le mot traduction comme un acte profondément humain et de réserver d'autres terminologies à la machine, c'est-à-dire on peut parler de sortie machine ou de transcodage, et de vraiment décrire ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas, en tout cas traduire. Et par ailleurs, on a aussi une réflexion collective avec, alors non seulement nous, traducteurs littéraires, mais aussi les traducteurs de l'audiovisuel, qui sont aussi très impactés par l'arrivée et par la massification de ces outils. Et nous avons ensemble écrit un texte qui est paru sous un manifeste qui a été publié dans Libération et qui a été pour nous l'occasion de solliciter des créateurs, des écrivains, des cinéastes et sur cette question et sur ce positionnement par rapport à la traduction. Et on a d'ailleurs certains écrivains très connus ont signé avec vous dans mon souvenir. Plusieurs prix Nobel, mais on a effectivement aussi des éditeurs, même des patrons de groupes d'édition, comme Vera Michalski par exemple, qui ont pris position pour une traduction humaine, pour continuer à se battre pour une traduction humaine. Et d'ailleurs, il y a une traduction très simple, c'est que de plus en plus des auteurs exigent au moment de la cession de leurs droits étrangers, par l'intermédiaire de leurs agents, un traducteur humain. Et ça va se traduire aussi pour nous dans nos contrats de traduction par une réflexion vis-à-vis des traducteurs. Est-ce qu'on utilise ou non l'IA à partir du moment où on nous impose de traduire nous humainement? En effet, ce que vous posez finalement, c'est la question de l'encadrement, de la régulation et aussi des relations entre éditeurs, auteurs, traducteurs, donc la question du contrat. Et à ce sujet, Vincent Degre, est-ce que vous voyez-vous en tant qu'auteur une évolution dans vos contrats avec l'arrivée de l'IA ou pas encore? Non, pas encore. En tant qu'écrivain, non. En tant que scénariste, il n'y a pas d'évolution dans le contrat, mais il y a la notion de temps qui a déjà été évoquée, où on doit produire de plus en plus rapidement. Et de fait, les outils d'aide à l'écriture de scénarios n'écrivent pas à votre place, mais sont extrêmement performants pour gagner du temps dans l'organisation d'une dramaturgie. Vous devez, c'est-à-dire, c'est écrit dans le contrat, la durée des contrats serait précise. Il y a un délai à partir du moment où on travaille pour l'audiovisuel, pour une chaîne de radio que vous avez évoquée tout à l'heure. Derrière l'écriture du scénario, il y a le casting des comédiens, il y a le choix du réalisateur, il y a l'allocation du studio, il y a le bruiteur, et donc la date limite où on rend le projet, c'est pas le lendemain, c'est le jour J. Et donc, de ce point de vue, pour une fiction de 30 minutes à la radio, en gros, il y a 1 mois d'écriture, c'est-à-dire 15 jours de recherche documentaire, puisque Affaires sensibles porte sur des éléments d'actualité, et puis 15 jours où on s'occupe de l'écriture des dialogues et de la dramaturgie. Et en termes de dramaturgie, en termes d'organisation des idées, la dramaturgie, c'est vraiment la grammaire du récit,
récit, là où les dialogues sont le vocabulaire, là, l'ordinateur, les logiciels spécialisés sont d'une grande aide pour gagner du temps, pour bouger un élément, le remettre à un autre endroit et voir ce qui se passe immédiatement. C'est très efficace. Et donc, ça pose quand même effectivement le problème de l'accélération du temps. Donc ça s'accélère par rapport à il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça s'est accéléré ces dernières années. Et je pense que il est là le danger, c'est-à-dire que évidemment de tout temps les artistes se sont emparés des outils qui étaient à leur disposition pour créer. Sauf que la connaissance scientifique, le progrès technique va à un rythme qui est nettement plus élevé qu'il y a un siècle. C'est-à-dire que la connaissance humaine, la dernière fois que j'avais fait un point sur le sujet, elle double tous les 2 ans. Elle double, c'est énorme. Et donc, il y a un moment où ça va tellement vite que ça devient difficile de rester sous le contrôle de l'humain. Voilà. Et je pense que c'est pareil avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, oui, il faut que ça reste sous le contrôle de l'humain, parce que l'humain, c'est l'émotion, parce que la culture, c'est vraiment les fondations de notre civilisation, on le disait ce matin, et de nos identités multiples. Et si on laisse ça en pâture à l'accélération technologique, là, on va avoir de gros problèmes. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où plus personne ne maîtrisera rien, et en plus, ça risque évidemment de niveler le niveau par le bas. Vous revenez, finalement, c'est une manière de reparler de ce dont parlait Pierre-Jean Bengozi ce matin, quand il parlait de l'apprentissage et de la transmission. Oui, c'est important, et encore une fois, c'est ce rythme qui est très difficile à tenir pour les humains du XXIe siècle, étant donné que, bon, de toute façon, toute technologie, toute nouvelle technologie apporte des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire, pour revenir à la question que vous m'avez posée au départ, quand on a inventé la dynamite, il y avait des opportunités, puis il y avait aussi des dangers. Même chose avec le nucléaire. Là, je pense au film Oppenheimer. Et l'IA, c'est aussi le même problème. C'est le contrôle qu'exerce et que peut exercer le citoyen sur les nouvelles sciences et les nouvelles technologies. Là, je ne parle pas du créateur, je parle du citoyen. Et avez-vous ce même sentiment d'accélération, de vitesse un peu incontrôlée, Justine et Patrick ? Je dirais que dans l'art, l'intelligence artificielle, c'est des choses qu'on connaît depuis très longtemps. Des artistes qui travaillent avec ces technologies, ça existe quand même depuis maintenant bien 10 ans, voire plus. Et dans l'art, on a acquis en fait un niveau de compréhension de tout ça. Donc, c'est pas des choses qui sont fondamentalement nouvelles. Ce qui est nouveau, c'est tous ces outils qui ont été disponibles pour le grand public vraiment très très rapidement. Et moi, je me pose toujours cette question un peu rhétorique, à savoir si Internet devient la grande base d'entraînement de toutes ces IA, est-ce que finalement tout ce qui va en ressortir, ça va être qu'un brouillis, un magma de pixels, et finalement il n'y aura plus aucune image dans Internet. Voilà, en tout cas, il y a un peu cette idée de la boîte noire qu'il va falloir un moment trouver et un petit peu rendre de façon un peu plus transparente pour savoir ce qui s'y passe. Et puis voilà, à qui ça profite un petit peu toujours aussi aux mêmes personnes. Oui, et d'ailleurs on posera une question là-dessus pour rebondir sur la table ronde suivante. C'est important aussi de parler des enjeux de régulation avec des auteurs. Patrick, sur l'accélération. Sur l'accélération, je voulais revenir sur la question sur le contrat, parce que tu demandais si les contrats avaient changé. Moi j'en ai reçu avec des clauses spéciales où on me demande, en tant que compositeur, de permettre aux œuvres qui sont créées dans le cadre de ce contrat d'être fouillées, donc d'être mises. Et ça, ce sont des contrats français ? Ce sont des contrats français qui, à mon avis, sont faits par
par les cabinets d'avocats dont on parlait ce matin. Donc ça doit être ChatGPT qui font ces contrats-là, parce que j'ai même trouvé au bout de ce contrat-là une clause assez sympa, qui était le fait que, comme la propriété littéraire et artistique est de 70 ans après la mort du dernier co-auteur, il y avait une clause de renégociation au bout de ces 70 ans. Oui, c'est pas mal, c'est intéressant. Je trouve ça pas mal. Alors, peut-être une dernière question, et puis on aura peut-être le temps de prendre une ou deux questions du public si vous avez des questions pour nos auteurs, qui s'adressent un peu à vous tous, mais peut-être d'abord à toi, Patrick, parce que tu as quand même été président de la SACEM. Pourquoi le combat actuel des organismes de gestion collective et des organisations d'auteurs en général, d'éditeurs et de producteurs, est-il important pour vous? Et je parle du combat sur les droits, sur la transparence, sur les négociations éventuellement avec les développeurs d'IA générative. Il est fondamental parce que dans l'histoire, tout projet, enfin tout bond technologique s'est accompagné d'une perte de savoir. Et là, on va le voir, quand le cinéma est devenu parlant, par exemple, les gens qui faisaient le cadre du cinéma muet se sont mis, ce qu'ils racontaient avec le cadre, en fait, a été raconté après avec l'audio. Et donc, il y a eu une perte de savoir du cadre. Et en fait, dans tous les bonds technologiques, on a cette perte de savoir et donc ces pertes de métier. Il y a des métiers derrière ça. Comme ça a été dit ce matin, l'industrie culturelle est une industrie très forte devant le luxe, devant l'automobile. Il faut qu'elle se défende. Et moi, mon obsession, je suis professeur au Conservatoire national supérieur de musique de Paris également. J'ai oublié de le dire d'ailleurs, la transmission, c'est important. Je le dis simplement parce que j'ai envie que mes élèves puissent faire le métier que j'ai eu la chance de faire et que mes enfants puissent le faire aussi. Et en fait, j'ai entendu plusieurs fois ce matin la notion d'activité artistique. Il y a une activité artistique, mais il y a des métiers derrière qui ne sont pas des activités. Et c'est ça que nos sociétés de gestion collective doivent défendre. Et comme président de la SACEM, j'avais été invité chez Google et chez Meta, et je leur avais posé la question de savoir pourquoi en fait ils développaient tous ces outils. Et la réponse qui m'a été faite à chaque fois était la même, c'était parce que nous voulons que tout le monde puisse faire de la musique, que tout le monde puisse faire de l'architecture, de la peinture, de la photo. Donc en fait, derrière tout ça, il y a la perte de savoir et la perte de métier. Donc, et la fin de l'auteur professionnel. Enfin, c'est ça que ces plateformes-là envisagent depuis longtemps. Ça peut être la mort de la profession si on ne régule pas ça correctement. Je voudrais revenir 2 secondes sur les fondamentaux, mais en fait, les sociétés, quand elles se sont organisées en sociétés modernes du temps des Grecs et des Romains, elles ont mis l'art avant tout. C'est-à-dire qu'elles ont mis l'architecture d'abord, la peinture avant tout le reste pour pouvoir vivre ensemble. Et tout ça a traversé les âges, a traversé la Révolution française, est arrivé avec Napoléon et son ministre Cambacérès dans le Code civil et dans le Code de la propriété intellectuelle. Et ça a abouti au droit d'auteur. Ce n'est pas quelque chose qui est né comme ça hier. Donc on est dans un mouvement qu'on doit prendre en compte depuis le début du vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il passe d'abord par la culture. Et donc, moi, ce que j'attends de la SGDL, de la SACEM, bien entendu, en ce qui me concerne, et de toutes les sociétés de gestion collective, c'est qu'elles nous défendent de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'elles puissent être les garde-fous à une société qui serait une société basée sur d'autres valeurs. Je rappelle quand même que quand un musicien voulait vivre de son métier avant les sociétés d'auteurs issues des Lumières, il fallait avoir des primes de commande ou avoir un mécène ou des primes de commande de l'État. On s'est mis ensemble à la SACEM et à la SACD et dans les autres OGC, on s'est mis ensemble pour être plus fort et pour pouvoir être libre. Parce que sans liberté, il n'y a pas de création. Et c'est ce modèle-là qu'on doit défendre au niveau européen et mondial aujourd'hui. Justine, est-ce que c'est un sujet pour vous aussi, la régulation des outils d'IA ?
Il y a un enjeu de transparence qui est majeur dans tout ce qui est évidemment droit d'auteur, base d'entraînement, mais qui est assez général aussi dans la société où on a un manque de représentation de qu'est-ce qu'une donnée, d'où est-ce que ça vient. On a l'impression qu'on ouvre les valves d'Internet, que ça coule et que c'est gratuit et que c'est illimité. Mais si on se projette un petit peu dans une dimension de numérique un peu plus responsable dédiée à l'intelligence artificielle, on s'aperçoit de tout ce qu'il y a derrière, donc tous les impacts écologiques, puisque des prompts, c'est des litres et des litres d'eau qui sont dépensés. ChatGPT, c'est aussi un logiciel qui a été entraîné par des Kenyans qui étaient payés moins de $2 de l'heure. Donc quand on utilise ChatGPT, est-ce qu'on encourage ce système-là aussi ? Il y a toute cette dimension qui... En tant qu'artiste, en fait, quand on crée avec un outil, c'est important de le maîtriser. Et moi, je ne me voyais pas travailler avec la conservation d'une grotte préhistorique, en même temps réchauffer la planète et le climat pour entraîner mes propres modèles. Donc j'ai eu toute une démarche d'aller me renseigner sur les serveurs où étaient entraînées mes données, qui étaient des serveurs à Paris avec qui j'ai collaboré, qui sont entraînés à Paris, dans les catacombes, dans un certain endroit où l'énergie est redistribuée pour chauffer les logements environnants, et en fait essayer de maîtriser un peu tout cet impact et toute cette responsabilité qu'on a quand on utilise ces outils qui sont quand même énergivores, qui dépensent beaucoup d'eau, qui ne sont pas toujours très éthiques. Et c'est un peu aussi maîtriser tout ça. En tout cas, le faire consciemment pour des buts enfin voilà, pourquoi est-ce qu'on l'utilise et quel impact ça a. Je trouve que quand on crée une œuvre, c'est ça aussi qui est important de maîtriser. Merci beaucoup. Eh bien, je vous pose la même question aussi. Je suis désolée, je dois me retourner physiquement. Je ne peux pas aller plus en arrière. Pour vous, par exemple, Vincent Ravalec, on peut peut-être parler de l'importance de la clarification du droit sur le droit d'auteur. Est-ce qu'il y a un droit d'auteur sur ce qu'on appelle en très beau français l'output des IA, c'est-à-dire, par exemple, comme vous nous le montriez, c'est un output d'IA, mais vous avez contribué à le créer. Doit-il y avoir un droit d'auteur là-dessus ? Si vous voulez, je pense que il y a plusieurs questions qui, j'ai l'impression, ne sont pas si compliquées que ça à résoudre. Il y a d'une part de quoi s'inspire l'IA pour nourrir les images qu'elle va générer. Alors, dans ce cas précis, nous, on a vraiment mis un point d'honneur à mettre dans nos prompts en fait, que des références d'artistes qui étaient depuis longtemps dans le domaine public, puisque c'est des références qui vont de Gustave Doré aux estampes de Léonard de Vinci, donc on ne risquait pas de piller des auteurs vivants. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, je ne sais pas si vous avez vu, là, depuis quelques jours, il y a des morceaux de musique qui ont été faits avec l'IA qui imitent en fait des rappeurs, je ne sais plus lequel, et des super chanteurs là, aux États-Unis. Après, il y a la question du plagiat, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce qu'on va servir de ces outils-là pour copier quelqu'un et décalquer son travail, ce qui, ça, évidemment, enfin, je veux dire, c'est répréhensible, enfin, c'est juste stupide, en vrai. Puisque le rôle d'un artiste, c'est quand même d'exprimer une singularité avant tout et pas de copier les autres. Et puis après, il y a la question de savoir est-ce que ce qu'on a créé justifie un droit d'auteur ou pas. Moi, j'ai l'impression, j'ai travaillé avec mon fils sur ce livre, qu'on a vraiment, d'une part, on ne l'a pas fait en 2 jours. Il ne faut pas croire qu'on appuie sur un bouton et qu'il y a une image qui sort. C'est pas du tout ça. Hein. Je veux dire, il y a là, dans ce cadre de ce livre, il y a une énorme réflexion artistique. Il y a un travail de mise en page, il y a un travail de cadrage. Enfin, pour moi, c'est exactement pareil que de faire un film. Hein. Je veux dire, quand vous faites un film, c'est une addition de technologie, de compétences et de talents qui se réunissent pour produire un film. Là, on a vraiment travaillé comme un film. D'ailleurs, à la fin, j'ai fait un générique, parce qu'on est plusieurs à avoir travaillé sur ce livre. Donc, je pense que c'est un peu aussi au cas de figure. Je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui vont faire une œuvre artistique avec des intelligences artificielles en respectant le droit d'auteur. Et puis il y en a d'autres qui vont faire de la pâle copie en pillant comme des porcs tous les artistes autour. Je crois que le spectre est large entre les deux et qu'il va falloir, et je pense que la régulation doit s'adapter à ça. Je pense que c'est tout de même des outils numériques. J'imagine, je ne suis pas un spécialiste, mais il doit y avoir une possibilité de traçabilité. Et après, quant à savoir si un auteur, moi personnellement j'ai écrit tout de même beaucoup de livres, ça me fait absolument ni chaud ni froid que l'IA les mette dans sa moulinette et s'en inspire. Personnellement, comme artiste, je me suis inspiré de milliers et de milliers de livres et de films et d'expositions que je vais voir, et c'est toujours le cas. Je pense que c'est le jeu de la création. Donc je pense qu'un artiste qui ne veut pas que son œuvre soit dans une base de données, je pense qu'il doit pouvoir tout simplement le signaler. Ça doit, je ne sais pas, j'imagine que c'est peut-être pas si compliqué que ça à mettre en œuvre.
On en parlera dans la table ronde suivante, justement. Alors, le nom du rappeur, c'est Bad Bunny. C'est un rappeur portoricain qui se plaint qu'un autre musicien ait utilisé sa voix dans une chanson. Ah, c'est une IA? C'est complètement IA? On a recréé sa personne et qu'on a fait une chanson. Et ce qui est d'ailleurs assez curieux, c'est que les internautes préfèrent la chanson avec sa voix faite par l'IA que la chanson de son disque. C'est pour ça qu'il est furieux. J'ai lu ça dans les Échos ce matin. Je ne sais pas si c'est... Vincent Dègre, la même question sur la régulation. À quel point vous semble-t-il important d'avancer politiquement vers une régulation plus avancée des IA, et notamment des IA génératives? Vous pouvez prendre le micro. Oui, c'est une question capitale. C'est pour prolonger ce que je disais tout à l'heure, c'est que s'il n'y a pas de régulation, on va avoir quelque chose à l'arrivée qui va être complètement plat, qui va être nivelé par le bas, et ça c'est juste un cauchemar. C'est pire qu'Orwell. Madame parlait de bouillies de pixels, ça va être aussi des bouillies de mots, des bouillies scénaristiques, enfin de la bouillie avec... ce qui me venait à l'esprit tout à l'heure, c'est qu'on parle de culture, mais on parle aussi d'industrie culturelle. Et dans culture, il y a art et artisanat, et c'est un artiste de théâtre qui en parle, donc je sais ce que c'est que l'artisanat. Et puis, à l'autre bout du spectre, il y a une industrie. Et une industrie a des processus industriels, hein, comme son nom l'indique. C'est pas du sur-mesure. Si on n'est pas attentif à la maîtrise des processus industriels, oui, on va obtenir des choses innommables. C'est déjà le cas d'ailleurs dans le cinéma américain. Je parlais de la création des scénarios. Il y a certains films dont on sait que le scénario a été écrit par un ordinateur en le gavant, et c'est juste de la bouillie, quoi. C'est vraiment... Et ça se comprend dans le système américain d'ailleurs, puisque le système américain, c'est le système du copyright, et propriétaire de l'œuvre, celui qui l'a acheté. Alors que dans le système français, propriétaire de l'œuvre, celui qui l'a créé, ce qui est quand même une grande différence. Et donc avec les GAFA, eux, ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait des trucs dans leurs tuyaux pour louer leurs tuyaux. Et donc ce qu'il y a à l'intérieur, peu importe. Peggy Roland, je vous donnerai le mot de la fin. Est-ce que, parce qu'on n'aura plus le temps pour des questions, je suis vraiment désolée, est-ce que vous pensez que pour les traducteurs littéraires, la solution est la régulation ou la négociation? Certainement la régulation, certainement aussi, dans tout ce qui a été dit, je trouve que j'ai un peu le sentiment qu'on veut le beurre et l'argent du beurre. On produit énormément. Et on ne veut pas, produire moins et produire qualitativement mieux. Je trouve que ce qui est ressorti aussi, c'était beaucoup la question d'intention. Quelle intention on donne à ce qu'on fait? Si on produit pour produire, pourquoi aller reproduire des morceaux d'un rappeur? On a toujours cette question d'intention. Moi, c'est ça qui m'interroge beaucoup. Est-ce qu'on est obligé de céder tout le temps à cette logique de production à l'envie où on reproduit exactement ce qu'on a déjà fait, où on le remalaxe? Je trouve que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir, et puis aussi penser à comment signaler. On l'a assez peu mentionné, mais il faut aussi que le consommateur final, ou le public peut-être, sache ce qu'il a devant lui. Et actuellement, on n'a pas les outils pour signaler que telle œuvre a été produite par une IA. Et ça, c'est important très rapidement qu'il soit fait quelque chose là-dessus. Apparemment, ça ferait partie des dispositions du nouveau règlement européen sur l'IA, dont on va parler bientôt. Je vous remercie beaucoup. Peggy Roland, Vincent Dègre, Vincent Ravalec, Justine Aymar et Patrick Sigwalt. Merci beaucoup pour votre intervention.